Bonjour à toutes et à tous, il est midi, on va doucement commencer ce webinaire. Donc, il s'agit d'un nouvel épisode de ce cycle de webinaires dédié à l'imagerie oncologique d'aujourd'hui et de demain. Donc, je vais modérer la séance. Je suis médecin radiologue et directeur médical du groupe 3R. Nous avons pu parler les derniers mois des cancers ORL, du cancer du sein et du cancer du poumon. Nous sommes au mois de novembre. Il y a une initiative Movember, comme pour Octobre Rose et le cancer du sein, pour valoriser Movember et se faire pousser la moustache pour les cancers masculins, notamment le cancer de la prostate. Nous aurons trois intervenants aujourd'hui, deux docteurs à radiologue du groupe 3R, dont l'un est médecin nucléaire, et un médecin qui est indépendant et externe au réseau radiologique 3R, qui est le docteur Alain Biton, qui est urologue FMH, qui nous fera l'honneur d'une présentation au milieu de ce webinaire. Le prochain webinaire aura lieu au mois de décembre et parlera du cancer du côlon avec la doctoresse Katrina Hansen-Pham qui est en ligne, qui nous parlera de la coloscopie virtuelle et de son état des lieux en fin d'année 2023, notamment pour le cancer du côlon qui est également très fréquent. Les informations, vous les connaissez. Nous avons une cinquantaine de minutes de diffusion du webinaire. Nous aurons une petite séance de questions-réponses et n'hésitez pas à utiliser la fonction chat du Zoom pour mettre vos questions en ligne ou sinon vous pourrez juste allumer votre micro et poser une question si besoin. Il y a la possibilité dès le lendemain d'obtenir un point de formation continue pour les techniciens en radiologie, pour la Société suisse d'oncologie médicale, de médecine interne générale et également de radiologie. En quelques clics, de juste répondre l'évaluation et vous obtenez immédiatement un second mail avec le certificat pour votre formation continue. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Je vous présente brièvement les trois intervenants. La doctoresse Barre Bhopal, qui est spécialiste FMH en radiologie. Elle exerce au Centre de radiologie de la Côte à Nyon et présente une sous-spécialité en imagerie de la femme, que ce soit au niveau scénologique, au niveau pelvien, et également en néphro-urologie, d'où sa participation aujourd'hui pour la prostate. Elle est ancienne chef de clinique au CHUV en imagerie de la femme et en urologie. Le docteur Alain Biton est donc médecin indépendant du groupe 3R, sans affiliation particulière avec notre groupe. Il est médecin urologue spécialiste en urologie opératoire, notamment avec des spécialités qui sont mentionnées sur cette slide, la chirurgie minimale invasive, l'endo-urologie, la thérapie focale, notamment du cancer de la prostate. On sait que le traitement le moins invasif il sera, le meilleur sera la qualité de vie du patient par la suite, et également pour tout ce qui touche à l'andrologie. Enfin, le docteur Victor Fernandez présente le double FMH de radiologue et de médecin nucléaire. Il exerce au sein de différents centres 3R à Sion et à Lausanne, Lausanne et Palinges également. Et c'est un ancien chef de clinique des hôpitaux cantonaux de Fribourg et du CHUV, tant en radiologie qu'en médecine nucléaire. Je vais passer la parole à la première oratrice, la doctoresse Barre Bhopal, et nous nous retrouvons d'ici une cinquantaine de minutes pour vos éventuelles questions. Bonne attention à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire autour du cancer de la prostate. Je suis le docteur Popal, radiologue installé à Nyon. Donc, un petit mot sur la prostate. Donc, la prostate est une glande du système reproducteur constituée de 70% de tissu glandulaire, 30% de tissu stromal. Donc, le tissu non glandulaire est essentiellement le stroma fibromusculaire antérieur et trois zones glandulaires qui vont nous intéresser, la zone périphérique qui constitue 70% du volume prostatique, la zone de transition 5% et la zone centrale 25%, à savoir que dans 90% des cas, le cancer est un adénocarcinome et 70% sont situés dans la zone périphérique. Un petit mot rapide sur l'incidence du cancer prostatique. Donc, c'est le cancer aujourd'hui le plus fréquent chez l'homme de plus de 50 ans.
En Suisse, à savoir que c'est plus de 6 000 cas chaque année qui touchent principalement les hommes après 50 ans. Donc le cancer de la prostate, c'est la troisième cause finalement de décès par cancer chez l'homme. Et 75% des décès surviennent après l'âge de 75 ans, avec des études qui ont montré une survie nette à 5 ans assez excellente, à 91% dans une étude canadienne. Le point à souligner, c'est que depuis les années 90, le taux de mortalité a chuté. Donc, grâce à deux choses. La première, c'est la pratique et la détection par PSA, qui est donc l'antigène spécifique de la prostate, qui permet finalement de diagnostiquer les cancers dans leur fenêtre de curabilité. Ça, c'est important. Et puis, il y a une amélioration de la prise en charge thérapeutique, surtout pour les formes métastatiques. Donc, un petit mot sur le dépistage organisé et les facteurs de risque de cancer de prostate. En Suisse, donc, il n'y a pas de dépistage systématique car aucune étude à ce jour n'a montré une réduction de la mortalité. Donc, il n'y a pas de dépistage organisé. Les facteurs de risque, quels sont-ils? Une des causes qu'on connaît, donc, c'est la pollution environnementale par le chlordécone, qui est un pesticide utilisé pour les bananiers. Donc, on trouve ça surtout dans les Antilles, en Martinique, par exemple, au Guadeloupe. Il y a aussi un lien avec le syndrome métabolique, en particulier l'hypertension artérielle et le périmètre abdominal, qui sont liés finalement à un risque plus élevé de cancer de prostate. Les origines ethniques, on sait que le cancer de prostate est plus élevé chez les patients d'origine africaine et caribéenne, et les facteurs génétiques. Et je vais faire un bref rappel sur les facteurs génétiques dont on ne parle pas souvent, à savoir que quand même 5 à 10% des cancers prostatiques aujourd'hui sont héréditaires. Et les antécédents familiaux représentent le facteur de risque le plus important. Il y a deux façons finalement de transmettre et d'avoir une prédisposition génétique. Il y a l'hérédité monogénique, donc on a une mutation d'un gène, les plus communément qu'on connaît, donc c'est BRCA2, BRCA1, ATM et le gène HOXB13. Donc malheureusement, finalement, l'hérédité monogénique compte entre 5 à 10% des cas. La majorité du temps, plus de 90% du temps, l'hérédité est plutôt polygénique, avec plus de 150 variants génétiques qui sont associés finalement à une augmentation du risque de cancer prostatique, ce qui rend finalement les choses plus difficiles. Les facteurs génétiques, à quel moment est-ce qu'une forme héréditaire est suspectée? C'est lorsqu'il y a 3 cas chez les apparentés du premier degré ou du deuxième degré, donc c'est le père, le frère, le fils, les neveux, les oncles, ou s'il y a 2 cas de cancer avant l'âge de 55 ans chez les mêmes personnes de la même branche. Donc une consultation en oncogénétique est aujourd'hui recommandée s'il y a une suspicion finalement de forme héréditaire, une histoire familiale de cancer du sein, à savoir un cancer de sein avant 40 ans, ou un cancer de sein bilatéral, ou un cancer de sein chez l'homme, ou de l'ovaire. Mais également un cancer de la prostate avant 50 ans. Il faut aller rechercher donc ces mutations des gènes réparateurs de l'ADN qu'on a mentionné plus haut. Donc on en arrive aujourd'hui à notre rôle à nous de radiologues, où finalement notre examen de choix, c'est l'IRM, qui est multiparamétrique, et puis c'est là donc on représente finalement notre plus-value. L'IRM multiparamétrique, à savoir de quoi il s'agit, c'est une combinaison de séquences avec des informations morphologiques et de séquences avec des informations fonctionnelles. Donc c'est une séquence T2 dans 3 plans, et une séquence de diffusion avec un B aujourd'hui au-delà de 1400, mais on est plutôt autour de B2000, et une séquence de perfusion en dynamique après injection donc de gadolinium. Donc c'est finalement un examen où on va analyser les séquences en parallèle l'une de l'autre, et c'est de ce fait multiparamétrique. Donc le rôle aussi, on va en parler un peu plus loin, de l'évolution finalement du rôle de l'IRM prostatique, qui est passé d'un rôle qui était à la base de staging d'une tumeur de cancer connue à celui de diagnostiquer un cancer de prostate, et puis de finalement trouver des foyers cibles pour des biopsies ciblées par l'urologue. Un mot, la densité de prostate. Donc aujourd'hui, en tant que radiologue, pour nous, c'est extrêmement important de travailler avec cet outil qui est la densité de prostate. C'est finalement
on sait que plus le volume prostatique augmente, plus la PSA va augmenter. Donc, pour s'affranchir de cette corrélation et pour finalement détecter une PSA qui serait anormalement augmentée dans le cas d'une tumeur, on divise la PSA par le volume de la prostate. Et les études ont montré qu'une valeur au-dessus de 0,15 nanogrammes par millilitre est étroitement liée, donc au-delà de 15%, est étroitement liée à un cancer significatif. Ce qu'on entend par cancer significatif, c'est-à-dire ISUP égal ou au-delà de 2. On verra après un petit mot sur l'ISUP un peu plus tard. Donc, c'est aujourd'hui un facteur prédictif utile pour les IRM prostatiques négatifs parce que lorsqu'en tant que radiologue, on est face à une IRM négative, on n'a pas de foyer cible et que la densité de prostate est en dessous de 0,15, on est sûr qu'il n'y a pas de foyer prostatique tumoral. Par contre, si on ne voit pas de foyer tumoral, mais que la densité de prostate est élevée, ce qu'on dit, c'est de montrer l'IRM à un collègue parce que on a vu que lorsqu'on utilise donc la densité de prostate, on diminue finalement les risques de faux négatifs de 9 à 3%, mais également on évite finalement des biopsies inutiles, surtout chez les patients qui ont moins de 65 ans. Donc là, j'ai juste brièvement rappelé une étude de 447 patients avec une IRM négative. La prévalence de cancer significatif est de 1%. Et la prévalence en dessous de 65 ans et une densité de prostate qui est en dessous de 15%, il n'y avait aucun cancer significatif. Et on voit donc de contraire, c'est que la densité de prostate, lorsqu'elle est élevée au-dessus de 15%, le taux de cancer significatif est de 10,5%. Donc, on en vient finalement, une fois que on a établi notre rapport, le but, c'est de mettre un score PIRATS à notre rapport d'IRM. Et ce score PIRATS, c'est quoi? C'est finalement une échelle d'évaluation à partir d'une IRM multiparamétrique de donner une probabilité d'un cancer de prostate et de finalement guider l'urologue dans sa pratique. Et donc la dernière version qui a été revisitée, c'est en 2019, donc c'est la version 2.1 de PIRATS. Et un petit bref rappel, donc le score PIRATS 1, c'est une probabilité très faible, le score PIRATS 5, c'est une probabilité très haute. Et pour obtenir rapidement un petit mot là-dessus, le score PIRATS, donc en tant que radiologue, on va établir un score d'abord en diffusion et un score en T2, à savoir s'il s'agit de la zone périphérique ou de la zone de transition. Là, je vous mets un bref rappel. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui par manque de temps, mais pour ceux à qui ça intéresse, donc là, j'ai juste rapidement résumé les signes radiologiques pour finalement arriver à la classification au score PIRATS. Un mot, là, je vous illustre, donc pour ceux qui s'intéressent à nouveau, comment est-ce qu'on analyse une zone périphérique et une zone de transition. J'aimerais juste faire un petit rappel pour l'intérêt de l'injection de gadolinium, parce qu'il y a encore des centres qui n'injectent pas de gadolinium. Donc, de quoi s'agit-il? On sait que, en raison de l'angiogenèse, il y a une hyperperméabilité capillaire des néovaisseaux dans la tumeur. Donc, de ce fait, il y a une prise de contraste focal qui sera plus précoce que le tissu prostatique. Et l'utilité pour nous aujourd'hui, c'est que lorsqu'on a une lésion de la zone périphérique qui est de score en diffusion 3, lorsqu'elle prend le contraste de manière précoce, cette lésion va être scorée, upgradée en score PIRATS 4. Et de même, lorsqu'on a dans la zone de transition, dans les cas où la séquence diffusion est inadéquate, on peut céder lorsque la lésion de la zone de transition est de score 3 en T2. Si elle prend le contraste de manière précoce, elle va être upgradée en PIRATS 4. Donc pour nous, ça a vraiment un intérêt parce que dans certains cas, ça permet d'upgrader la lésion en un score plus élevé. Donc ça, c'est juste un bref rappel sur comment est-ce que finalement on passe de la radiologie à la biopsie. Donc aujourd'hui, les urologues font des biopsies ciblées sur les foyers qu'on a décrits au préalable en IRM à partir d'un score PIRATS 3. Donc vous voyez que du moment où on a un score PIRATS 3, 4, 5, l'urologue va effectuer des biopsies systématiques et ciblées. Et de même, si on a un score PIRATS 1 et 2 et une densité de prostate, comme on a dit, rassurante en dessous de 15%, on va s'abstenir la majorité du temps de faire des biopsies.
Donc, on en arrive donc du moment où l'urologue a fait la biopsie, donc là mon collègue, le docteur Buton, vous en parlera par la suite, on va obtenir un score de Gleason modifié, donc, qui a été introduit par ESUP, a introduit la classification donc, de 5 groupes pronostiques, qui va du groupe 1, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un pattern Gleason égal ou en dessous de 6, et jusqu'au groupe 5 où le pattern de Gleason va de 9 à 10. Donc, on passe du groupe 1 qui est une tumeur de bas grade au groupe 5, tumeur agressive. Et donc, je vous ai fait ce bref rappel pour arriver finalement à la place de l'IRM dans la surveillance active du cancer de prostate de bas grade, donc c'est-à-dire du groupe ici, du groupe 1, c'est-à-dire qui a un pattern Gleason, de score de Gleason égal ou moins de 6. Et la discussion, donc tout d'abord un petit mot sur la surveillance active, de quoi il s'agit. C'est une option thérapeutique qui repousse l'éventuel moment du traitement tout en restant dans la fenêtre de curabilité de la maladie. Ça, c'est très important. Donc finalement, c'est pour éviter les patients qui ont un cancer de bas grade et qui vont être éligibles, je vais vous donner après les critères de ceux qui sont éligibles, c'est finalement de se dire on va surveiller ces patients par différentes modalités qu'on va voir plus tard, au lieu de directement, par exemple, avoir une prostatectomie. On connaît les possibles complications de la prostatectomie qui sont finalement les dysfonctions érectiles, l'incontinence urinaire, la najuculation. Donc, on se dit, on va se laisser du temps et puis on va surveiller ces patients. Donc, la surveillance active qui est éligible, là, alors à nouveau, il y a différentes études, différentes écoles. Moi, j'ai pris selon les études PRIAS, où qui est éligible aujourd'hui, il faut une PSA en dessous de 10 nanogrammes par millilitre, une densité de prostate de moins de 20%. Il faut que la tumeur soit ISUP1, donc c'est-à-dire un maximum, un score de Gleason égal à 6. Le cancer, son stade doit être entre T1 et T2A. La lésion tumorale doit être en dessous de 0,5 millilitres sur un minimum de 12 biopsies. Et il ne faut pas plus de 2 carottes positives ni plus de 50% d'attente dans chaque carotte. Donc, si les patients remplissent tous ces critères, alors il est éligible à la surveillance active. Donc, juste un petit mot rapidement. Les patients BRCA2, comme on l'a vu tout à l'heure, ceux qui sont mutés, ont un risque d'avoir des cancers agressifs. Donc, ceux-là, on évite de les mettre en surveillance active. Donc, quelles sont les modalités aujourd'hui de la surveillance active? À savoir qu'à nouveau, c'est variable selon les séries. C'est un toucher rectal de chaque 6 mois à chaque année, ça dépend des centres. Un dosage de la PSA tous les 3 à 6 mois avec un calcul de temps de doublement. Il faut bien évidemment des biopsies de contrôle et ces biopsies seront à nouveau entre 6 mois et 24 mois avec une moyenne entre les centres de 12 mois. Et elles seront précédées ou pas d'une IRM multiparamétrique. Et c'est là où on va voir le rôle de l'IRM multiparamétrique finalement dans la surveillance active. Les critères de progression du moment où la tumeur passe à ISUP2, à ce moment-là, le patient sort de la surveillance active, à savoir qu'une augmentation isolée de la PSA, aussi le volume tumoral, enfin le foyer tumoral augmente en taille, mais qui reste ISUP1, le patient reste en surveillance active. Hein. Donc, quels sont les résultats finalement des différentes études? Donc, moi, j'ai pris donc ça, c'était une série de Toronto qui a démontré que le plus long suivi médian est de 6,4 ans, avec moins de 3% de progression vers une maladie métastatique. La probabilité pour un patient de rester en surveillance active à 5 ans, elle varie entre 59 et 67%. Donc, vous voyez quand même que finalement, au bout de 5 ans, on a quand même pratiquement 40% des patients qui vont, 40-50% qui vont finalement sortir de la surveillance active pour être traités. Mais ils auront eu en tout cas 5 ans ou plusieurs années sans complications dues à un traitement. Des séries comparatives ont suggéré l'absence de différence significative entre pièce de prostatectomie totale au moment du diagnostic et après une période de surveillance active. Donc on voit qu'en fait, il n'y a pas finalement de différence en termes de mortalité entre un patient qu'on aurait traité et un patient qu'on aurait observé. Et ça, c'est vraiment le point important. Là, j'ai pris une étude donc, de Hopkins, Maryland, sur plus de 14 000 tumeurs de bas grade. Aucune métastase ganglionnaire n'avait été retrouvée.
et sur 12 000 patients sur 15 ans, il y avait un taux de mortalité de 0,2%. Donc aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de différence entre un patient qu'on aurait traité et un patient qu'on aurait surveillé du moment où il rentre et qu'il est éligible à toutes les conditions qu'on a émises. Là, je vais vous montrer un cas clinique qu'on a vraiment eu pour illustrer un petit peu justement ce qu'on vient de discuter. Donc c'est un homme de 70 ans, touche rectale n'avait pas été indiquée, il a une PSA qui a augmenté à 7,4 en juin 2016. Donc ce patient, il fait une IRM qui ne montre rien. Là, je vous mets rapidement les séquences. Un mois après, l'urologue lui fait donc des biopsies systématiques et il en ressort qu'il a une tumeur ISUP1. Donc ce patient, il était éligible, il remplissait toutes les conditions. Donc il est mis en surveillance active, il a des touchés rectales, des dosages de PSA, il a des biopsies annuelles et des IRM chaque 2 ans. En juin 2017, il est toujours en surveillance active, la PSA augmente, mais les biopsies sont négatives, pas d'IRM réalisé. En 2019, de même, il n'a toujours pas de cible IRM, il n'a pas de ganglion suspect, donc voilà, à nouveau une IRM normale. En février 2021, donc 5 ans après le diagnostic initial, donc il a une IRM qui va mettre en évidence ici, donc dans la zone à cheval entre postéromédial et postérolatéral de la zone périphérique du lobe prostatique gauche, à l'apparition donc d'un foyer typiquement suspect, homogène, en hyposignal T2, fortement donc en restriction de la diffusion et qui prend précocement donc ici le contraste. Donc, ce patient va avoir une biopsie et la biopsie ciblée va mettre en évidence un adénocarcinome et ISUP5, donc groupe agressif. Donc, on voit que le patient, finalement, il est passé de bas grade à haut grade. Donc, il va sortir de la surveillance active et il va bénéficier d'une prostatectomie. Donc, ça nous illustre voilà, le cas d'un patient qui a pu finalement rester 5 ans sans traitement immédiat actif et puis qui a été observé et au moment adéquat, on a pu intervenir. Donc maintenant, moi, j'aimerais parler de l'IRM multiparamétrique dans la surveillance active parce qu'aujourd'hui, tout est codifié sauf la place de l'IRM multiparamétrique dans la surveillance active. Donc, on connaît maintenant, comme j'ai donné un petit mot, le rôle traditionnel, c'était de faire le staging de la tumeur, mais avec le développement et les progrès de l'IRM, ce rôle aujourd'hui, il s'est étendu. Donc aujourd'hui, l'IRM occupe une place de plus en plus importante, notamment avant les biopsies des patients en surveillance active, les biopsies prostatiques, mais rien n'est codifié, on ne sait pas à quelle fréquence, si c'est systématique ou pas, si c'est chaque année, chaque 2 ans. Donc, quels sont les avantages finalement de l'IRM multiparamétrique? Donc, c'est le seul examen qui peut déterminer la taille exacte du cancer prostatique connu. Parce que, contrairement à d'autres tumeurs, le cancer de prostate ne peut être évalué juste sur la biopsie. Donc, en fait, sur la biopsie, on ne peut pas déterminer la taille exacte du foyer. Deuxième raison, c'est que le cancer finalement de prostate est quelque chose qui est multifocal, il est hétérogène, il est indolent. Donc l'IRM va permettre de trouver plusieurs foyers qui n'auront finalement pas été la cible à la biopsie. Et troisième avantage, c'est que ça fait le staging de la tumeur. Et puis, ça guide la biopsie et ça peut permettre parfois d'espacer les biopsies chez un patient en surveillance active. Donc, ce sont les nombreux avantages de l'IRM multiparamétrique. Et à contrario, ça permet également de reclasser des lésions qui ont au début été bas grade et puis l'IRM va pouvoir permettre de voir un foyer puis de proposer une surveillance, une biopsie ciblée et peut-être de reclasser ou d'upgrader la tumeur. Donc là, brièvement un rappel, donc ça c'est la revue Crâne qui compare donc la performance de l'IRM prostatique aux biopsies de saturation. Là, je vous laisserai peut-être regarder. L'IRM, aujourd'hui, il prédit si un patient est éligible pour la surveillance active avec une probabilité de 92%, donc c'est extrêmement élevé. Et j'ai pris une étude américaine où 29% des patients sur 85 n'étaient plus éligibles à la surveillance active après une biopsie ciblée, donc fusionnée à l'IRM multiparamétrique. Les biopsies ciblées après IRM multiparamétrique chez 53 hommes sous surveillance active ont montré un cancer donc, dans 60% des cas contre 29 sur des biopsies systématiques, donc pratiquement le double.
Et l'IRM, donc comme je l'ai dit, permet de replacer des patients en surveillance active. À nouveau, là, c'était une étude de 195 hommes avec des biopsies non ciblées négatives. 37% avaient un cancer lors de la biopsie ciblée post-IRM. Donc, j'en arrive donc à la conclusion. En Suisse, aujourd'hui, il n'y a pas de dépistage organisé parce qu'on n'a pas réussi à démontrer une réduction de la mortalité. 5 à 10% donc, des cancers prostatiques sont héréditaires. Les antécédents familiaux représentent le facteur le plus important, d'où le fait voilà, qu'il faut cibler ces patients et puis leur proposer une détection précoce et une façon de surveiller différente du reste de la population. L'importance de la densité de prostate pour nous, en tout cas en tant que radiologue, avec ce cutoff de 0,15 nanogrammes par millilitre par millilitre, qui est étroitement lié à la présence d'un cancer de prostate significatif égal ou supérieur à ISUP2, d'où l'importance pour nous d'être aussi renseignés sur la PSA lorsqu'on commence à interpréter une IRM multiparamétrique. Et puis, le cancer de prostate ISUP1 n'est pas agressif, donc le bas grade et ne représente finalement pas de risque de métastase. De ce fait, une surveillance active est recommandée aujourd'hui. Les études n'ont pas montré de différence de mortalité entre un traitement et l'observation. Aujourd'hui, la surveillance active consiste au dosage de la PSA, un examen clinique, donc pas de toucher rectale, et des biopsies tous les 6 à 24 mois avec une moyenne à 12 mois. Cependant, la place de l'IRM n'est pas codifiée dans les recommandations internationales pour la surveillance active, malgré ces nombreux avantages que nous avons discutés plus haut, notamment en permettant parfois d'espacer des biopsies ou même de faire sortir des patients de la surveillance active pour pouvoir bénéficier d'un traitement immédiat. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole donc au docteur Bitton, notre collègue urologue. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous, je suis docteur Bitton à Genève, urologue. Je remercie le groupe 3R de m'avoir invité à parler de la biopsie prostatique, notamment la biopsie fusion périnéale et de la corrélation collaboration radiologie-urologie. Alors, la prostate, comme vous le savez, est à ce jour le seul organe où on peut faire des biopsies sectorisées mais non ciblées. Les IRM actuels, comme vous avez entendu, de la part de la doctoresse Popal permettent, grâce à des séquences assez sophistiquées, d'obtenir des images de grande qualité. Et de manière multiparamétrique, on peut obtenir une cartographie assez précise. L'idée pour nous, en tant qu'urologue, c'est d'avoir une collaboration de grande qualité avec les radiologues, permettant, dans des cas où l'IRM peut détecter des cibles, même de petits volumes, de pouvoir ponctionner, diagnostiquer et avoir une analyse anatomopathologique des tumeurs prostatiques. Alors, jusqu'à il y a quelques années, on pratiquait des biopsies par voie transrectale, qui avaient l'avantage d'avoir un abord relativement simple, reproductible, qui pouvait être faite par des urologues sans grande expérience. Toutefois, devant l'antibiorésistance, les antibiotiques qui sont prescrits en grande quantité, les problèmes aussi infectieux avec des septicémies dans 1 à 2% des cas, on a essayé de trouver une voie parallèle qui est actuellement la voie périnéale, qui est quand même recommandée en Europe et sur le plan international comme le gold standard pour les biopsies au niveau prostatique. Alors, on donne quand même une petite antibioprophylaxie parce qu'on traverse quand même des tissus vivants. Et comme on sait, donc les biopsies sont indispensables pour le diagnostic du cancer de la prostate pour avoir une attitude soit radicale en faisant une prostatectomie, soit de manière focale. Aujourd'hui, on fait des traitements de plus en plus focalisés pour des petites tumeurs. Et la zone suspecte qui est repérée sur l'IRM va être ponctionnée par voie périnéale, alors que la sonde, on va le voir sur les clichés ultérieurs, la sonde est positionnée au niveau rectal, mais la ponction se fait par voie périnéale. Donc, par voie périnéale, les biopsies sont tout aussi précises que par voie transrectale. On a un risque infectieux qui est quasi nul et on a un accès direct, surtout dans les zones antérieures, quand on a des grosses prostates, qui permettent de diagnostiquer des tumeurs, parfois de petits volumes, qui sont un challenge et un défi par voie transrectale. Les biopsies sont réalisées soit par voie, soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale. Alors, tout dépend du système que l'on utilise. Par exemple, nous utilisons le système Uronav qui permet des biopsies locales, mais nous préférons utiliser la possibilité d'avoir une anesthésie
par pseudo-analgésie qui permet d'avoir un patient relativement détendu et pour nous de ponctionner rapidement. Donc en 10-15 minutes, on arrive à faire de nombreuses biopsies sans problème. Certains urologues utilisent le système Artemis, par exemple, qui nécessite une anesthésie plus complète et qui est un peu plus complexe comme système à utiliser. Donc, on débute par une échographie. Donc, c'est important de dire qu'il y aura eu une IRM préalable avec une analyse des cibles qui est faite par le radiologue ou la radiologue. Nous faisons une échographie transrectale avec deux coupes, donc transvésicale et sagittale, et les ponctions se font par voie périnéale sur coupe sagittale. En cas de tumeur ou disons de lésion Pirate 5 ou significative ou très suspecte sur l'IRM, on va effectuer systématiquement des biopsies contralatérales, bien sûr, parce que si on envisage de faire une prostatectomie radicale, on veut être sûr qu'on va travailler en marge saine et que le côté contralatéral est sain. La réalisation de la biopsie fusion par voie périnéale, donc on voit en fait qu'on a une tumeur ou une lésion très ciblée. La sonde est positionnée au niveau transrectal et la ponction se fait par abord direct périnéal. Ce diapositive pour vous montrer qu'il peut exister des défis en fonction du positionnement de la sonde transrectale par rapport au plan de coupe sagittale de la prostate. Il faut être sûr, lorsqu'on fait la biopsie fusion, que l'on a une image parfaite avec une corrélation entre l'échographie et l'IRM. C'est là où la collaboration du radiologue et de l'urologue doit être parfaite pour pouvoir vraiment maximaliser les chances de viser juste. Donc ici, un petit cas clinique pour vous montrer en fait, si j'arrive à vous montrer ici avec la souris, donc une lésion postéromédiane qui va être diagnostiquée et ponctionnée par voie sagittale. Vous voyez ici l'aiguille qui entre directement dans la lésion et qui permet de faire le diagnostic s'il s'agissait d'un patient de 55 ans avec un PIRADS 4 qui avait une anamnèse familiale positive. Et donc, c'était assez important de pouvoir obtenir un diagnostic et on a pu mettre en évidence un Gleason-Stet 3+4 qui a été traité en fait par thérapie focale avec succès. La voie transpérinéale ne modifie pas les règles d'indication à l'IRM ou d'indication à la biopsie. Ce n'est pas parce que l'on fait des biopsies fusion plus ciblées qu'il faut demander des IRM pour tous les patients. Les règles de diagnostic et de dépistage précoce du cancer de la prostate restent les mêmes. La décision de réaliser les biopsies doit être posée en accord avec le médecin référent, le médecin généraliste, et il faut que le patient soit conscient qu'à partir du moment où on fait une IRM, où on va aller faire une biopsie fusion, il peut y avoir un diagnostic si on découvre un petit cancer peu significatif. Il faut éviter justement qu'il y ait une terreur du patient et il faut lui proposer donc soit une surveillance active, soit un traitement focal, mais il faut qu'il soit conscient avant qu'on fasse les biopsies. Le taux de détection des cancers significatifs atteint quasi 99%, ce qui est extraordinaire, puisqu'avant, on avait un taux qui était aux alentours de 75-80%, puisqu'on faisait des biopsies par voie transrectale, donc avant même l'IRM. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir des biopsies de saturation, comme on faisait il y a quelques années, où on devait quasi ponctionner toute la prostate. Alors, pour tous les hommes, comme je l'ai dit, l'IRM ne doit pas être un examen de dépistage. Donc, il s'agit d'une détection précoce. Le patient, ce qu'on appelle naïf de biopsie, donc dans ce cas-là, il faut réaliser une IRM si on envisage une biopsie en fonction de l'anamnèse familiale et du PSA. Les PIRADS 4 et 5 sont des cas pour nous pour lesquels il faut envisager une biopsie prostatique. Le PIRADS 3 est toujours un petit peu la zone grise qui prête à discussion. Lorsqu'on a un PIRADS 3 avec une anamnèse familiale positive, on pousse le patient à faire une biopsie. Dans les recommandations européennes, le PIRADS 3 a bénéficié d'un upgrade et il est envisagé de faire une biopsie lorsqu'on a un PIRADS 3. Les PIRADS 1 et 2 ne sont pas biopsiés dans notre pratique courante. Lorsqu'on a une présentation des cibles en pratique, donc on voit qu'on a une cible qui est mise en évidence sur l'IRM, et puis on effectue donc des biopsies ciblées à l'intérieur de cette cible, autour de la cible, et puis on fait des prélèvements contralatéraux ou dans d'autres zones
si c'est nécessaire. Et la corrélation, on va dire, entre la biopsie et la pathologie est vraiment excellente et on a très peu de résultats discordants. Quand c'est le cas, lorsqu'on a un PIRADS 4 ou 5 qui est très suspect, avec un PSA suspect et que la biopsie est négative, on propose de refaire une biopsie fusion à distance. Et si la biopsie fusion est de nouveau négative, alors dans ce cas-là, on proposera de faire une biopsie sous IRM directement. Et dans ce cas-là, on a des résultats qui sont tout à fait concordants. Donc, l'utilisation de la fusion d'images permet d'augmenter de façon significative la détection de lésions prostatiques cliniquement significatives pour la prise en charge du patient, avec un nombre restreint de biopsies. Un des intérêts majeurs, évidemment, c'est d'améliorer la fiabilité en éliminant le risque d'infection et de septicémie surtout. Les biopsies prostatiques transpérinéales sont réalisables avec une fiabilité élevée. Elles sont réalisées dans notre expérience sous pseudo-analgésie, qui est meilleure que l'anesthésie locale. Le risque de septicémie est très fortement diminué. On n'a quasi aucun cas infectieux. L'IRM préalable permet de visualiser les lésions postérieures dans la majorité des cas et permet d'atteindre des lésions antérieures. Et les lésions non visibles par fusion sont biopsiées à l'aveugle, mais les cas sont très rares. Les indications sont à discuter de manière pluridisciplinaire, comme toujours. Quel est le futur de la biopsie fusion? Bien évidemment, on parle beaucoup de robotique, notamment dans la chirurgie du cancer de la prostate. À savoir que grâce à la biopsie fusion, on diagnostique des cancers de grade moins élevé, donc des Gleason 6, beaucoup plus focalisés, donc on fait plus de thérapie focale. Je dirais qu'actuellement, on fait entre 20 et 30% de thérapie focale pour 60 à 70% de traitement par prostatectomie radicale robotisée. L'idée serait peut-être dans le futur d'utiliser la robotique pour pouvoir mieux utiliser le système Uronav ou Artemis ou d'autres systèmes pour améliorer la précision du geste, quoique pour un geste diagnostique rapide comme la biopsie, c'est pas indispensable, mais ça permet d'envisager le futur de manière beaucoup plus sereine. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Victor Fernandez, je suis un médecin spécialiste en radiologie et en médecine nucléaire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le rôle du PET au PSMA dans le contexte du cancer de la prostate. Il existe plusieurs techniques de médecine nucléaire qui peuvent être utilisées dans le contexte du cancer de la prostate. Notamment, historiquement, on a la scintigraphie osseuse qui peut être utilisée sans ou avec SPECT-CT. Et son utilisation, c'est pour chercher les métastases osseuses chez des patients avec un haut risque. Après, des techniques de type PET-CT ont été développées, qui étaient surtout plus performantes pour la recherche de métastases en dehors de l'os, donc surtout des métastases ganglionnaires. D'abord, on a utilisé surtout l'AF-choline au début des années 2010. Et puis, des études après avec le PSMA ont vu que le PSMA il est beaucoup plus performant dans ce contexte. Et c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. On peut aussi utiliser la médecine nucléaire dans le contexte de la thérapie. Donc, pour la thérapie surtout palliative, on peut utiliser des radiopharmaceutiques qui sont des émetteurs bêta-, donc des émetteurs d'électrons, comme c'est le cas du strontium ou du samarium, mais aussi des émetteurs alpha, comme c'est le cas du Xofigo. Mais les études aussi avec du PSMA ont permis de créer des radiopharmaceutiques qui sont vraiment basés sur le PSMA pour traiter vraiment les cancers de la prostate métastatiques qui sont résistants à la castration. Et puis, en fait, ces traitements qui sont souvent utilisés aujourd'hui, et même en Suisse très souvent, ils ont montré effectivement une bonne réponse biochimique chez des patients avec une maladie qui est multimétastatique. Actuellement, il y a aussi d'autres traitements qui sont basés sur le PSMA qui sont en train d'être développés. Juste pour continuer, donc je vais faire une petite review. Qu'est-ce que c'est le PET-CT? Donc le PET, c'est simplement, ça veut dire Positron Emission Tomography. Il s'agit d'une technique d'imagerie fonctionnelle et moléculaire non invasive qui permet de visualiser, mais également de mesurer des processus métaboliques ou moléculaires lors de l'administration d'un produit radiopharmaceutique. La technique PET peut être utilisée pour visualiser plusieurs processus cellulaires et puis métaboliques. Ici, c'est juste pour vous donner une idée de la complexité. En fait, on peut voir vraiment beaucoup de choses. Et puis, une de ces choses, c'est effectivement l'expression du PSMA par les cellules de cancer de la prostate.
Avant de parler de radiotraceur PSMA, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est un radiotraceur PET. Donc, un radiotraceur, c'est simplement une molécule qui a deux composantes importantes, c'est-à-dire une partie radioisotope, qui c'est la partie qui va produire des radiations et donc qui va permettre de faire les images, mais également une partie qui va cibler le processus qu'on est en train d'étudier. Il existe plusieurs processus qui peuvent être utilisés en PET, comme je vous ai dit avant, et un de ces processus, c'est effectivement l'expression du PSMA par les cellules tumorales. Euh, alors, l'émission de positrons, en fait, certains noyaux instables, ils produisent un positron qui c'est un électron positif. Cet électron positif, en fait, il va avoir un trajet dans la matière et puis il va trouver un électron. Cette rencontre, en fait, s'appelle l'annihilation parce que les deux vont disparaître et puis ils vont produire deux photons qui partent de façon perpendiculaire et puis c'est ces deux photons qui sont utilisés pour faire les images. Il y a plusieurs émetteurs de positrons qui peuvent être utilisés en imagerie PET, mais surtout, en fait, les plus importants, c'est le fluor-18 et le gallium-68. Ils ont des propriétés physiques différentes qui peuvent avoir effectivement une influence sur l'imagerie. La machine PET en elle-même, c'est simplement un anneau de détecteurs d'irradiation qui sont au-dessus du patient. Ces détecteurs, ils vont capter les deux photons qui partent en fait de façon perpendiculaire. Et puis, en fonction de la distance en fait des deux, ça va permettre de reconstruire les images par la machine. Alors, plus précisément, par contre, qu'est-ce que c'est le PSMA? Le PSMA, c'est une molécule de surface, c'est une protéine de surface transmembranaire. Elle a une fonction enzymatique, c'est-à-dire qu'elle permet la liquéfaction du sperme. Et en fait, plusieurs études ont montré que les cellules tumorales de prostate, elles ont une surexpression de PSMA, jusqu'à 95% des cas. Et puis, on a aussi vu que les tumeurs plus agressives, surtout les tumeurs qui sont résistantes au traitement anti-androgénique, peuvent avoir une surexpression très importante, jusqu'à 1000 fois. Non seulement ça, en fait, l'expression de PSMA en elle-même, en fait, c'est un biomarqueur indépendant d'un mauvais pronostic. Il y a une association importante avec une maladie métastatique, mais il y a aussi une diminution de la survie. Alors, les molécules qu'on va utiliser pour cibler le PSMA, il y a plusieurs types. Notamment, ça, c'est les 6 types les plus importants. Il y a certaines qui peuvent être reliées au gallium-68 et d'autres qui peuvent être reliées au fluor-18. Et ici, on voit aussi qu'il y a deux isotopes qui peuvent être reliés à ces deux types de molécules. Et puis, ces isotopes, ils sont utilisés pour le traitement. C'est le cas du lutetium-177 et du actinium-225. Il y a une distribution physiologique et de radiotraceur du PSMA dans le corps. Il y aura une captation importante dans certains organes, comme c'est le cas des glandes lacrymales ou des glandes salivaires. Et en fonction de l'élimination, on verra aussi une captation importante au niveau hépatobiliaire, au niveau digestif, ou au niveau rénal et vésical. Il y a aussi malheureusement des captations qui ne sont pas spécifiques mais physiologiques dans certaines parties du corps, notamment au niveau des ganglions sympathiques, qui sont des petites structures voilà, qui ont pouvoir des captations comme ça. Et puis souvent, ça peut ressembler à des métastases, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc voilà, le nucléariste qui lit les images doit être attentif à ça. Une chose qui est aussi importante de connaître, c'est qu'il existe une certaine différence entre l'imagerie faite avec le PSMA couplé au gallium-68 par rapport au PSMA couplé au fluor-18. Et cela, c'est parce qu'en fait, ces deux molécules, elles ont des propriétés radiophysiques, mais aussi pharmacocinétiques qui sont différentes. Déjà, on pourrait regarder en fait sur les images que le gallium PSMA, il va avoir une élimination qui est surtout au niveau urinaire. Donc, cela pourrait théoriquement empêcher ou couvrir des lésions en fait de récidive loco-régionale, tandis qu'il y aura moins de captation au niveau hépatobiliaire. Donc, ça va être plus facile d'un point de vue purement théorique en fait de voir des métastases à ce niveau-là. Tandis que le PSMA avec le fluor-18, c'est plutôt l'inverse. Donc, beaucoup de captation au niveau hépatobiliaire. Donc, difficile à voir des éventuelles métastases hépatiques. Mais par contre, il y a moins d'activité urinaire. Il y a souvent presque pas d'activité au niveau de la vessie, donc c'est plus facile de voir une éventuelle récidive loco-régionale. Il y a aussi des propriétés physiques différentes des deux molécules, parce qu'en fait, le gallium-68, il a un temps de demi-vie plus court, mais il y a aussi une énergie plus importante. L'énergie, en fait, importante en imagerie PET, ça provoque une dégradation de l'image, donc une diminution de la résolution spatiale. Et ce n'est pas le cas avec le fluor-18. Une chose aussi, c'est qu'effectivement, le gallium-68, en ayant une demi-vie plus courte, et puis voilà, c'est beaucoup plus difficile d'exporter en dehors du site de production. Et la production du gallium-68 PSMA, elle est
très difficile à faire, vraiment d'un point de vue technique. Tandis qu'avec le fluor-18, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est une production qui est plutôt facile, industrielle, qui peut être exportée dans tous les centres de la région. Une chose aussi importante à citer, c'est que, bon, ça existe avec les deux des captations osseuses non spécifiques, mais on voit qu'avec le fluor-18 PSMA, c'est plus important. Qu'on voit souvent des faux positifs au niveau osseux, voilà, de façon plus importante que par rapport au gallium. Ça existe aussi des processus néoplasiques malins ou bénins qui peuvent capter aussi le PSMA de façon non spécifique. La liste, elle est importante, donc je ne vais pas toute la regarder avec vous, mais voilà, juste pour que vous sachiez. Il existe aussi des processus non néoplasiques, mais pathologiques qui peuvent aussi faire la même chose, notamment des maladies inflammatoires ou granulomateuses. Il y a aussi des lésions osseuses, même des fractures, des ostéophytes, voilà. D'autres types de lésions peuvent aussi capter le PSMA de façon non spécifique. Il y a certains facteurs qui peuvent influencer cette captation. Il existe des facteurs liés à la tumeur elle-même, par exemple l'hétérogénéité des cellules. Il y a des cellules qui peuvent exprimer ou pas le PSMA, donc en fonction de ça, il y aura une captation qui sera plus ou moins importante. La thérapie aussi, ça peut avoir une influence importante. Surtout, en fait, il y a quelque chose qu'on a remarqué, c'est-à-dire que chez des patients qui ont reçu un traitement anti-androgénique, si on fait les images avec un court intervalle entre la fin du traitement, on verra qu'il y aura une augmentation de la captation du PSMA malgré le fait que le patient est en train de répondre. C'est ce qu'on appelle un phénomène flare. Aussi, le score de Gleason, c'est aussi important. En fait, en fonction du score de Gleason, la tumeur, elle va capter plus ou moins. Il y a aussi des choses qui peuvent prédire la captation de PSMA, notamment, en fait, les tumeurs avec des valeurs importantes de PSA ou avec un temps de doublement important, ils ont tendance plutôt à capter le PSMA. Alors, dans la pratique, comment on va utiliser le PET-CT au PSMA et c'est quoi le résultat des études les plus récentes, en tout cas les plus importantes qui ont été faites? Alors, pour le bilan d'extinction locale, c'est vrai que on ne pense pas toujours au PET-CT comme une technique pour le bilan local, on va penser plutôt par exemple à l'IRM, mais il y a des études quand même qui ont montré, qui ont comparé ces deux techniques, c'est-à-dire l'IRM multiparamétrique avec le PET-CT au PSMA, et puis ils ont trouvé des résultats très similaires, c'est-à-dire une sensibilité et une spécificité qui est très similaire entre ces deux techniques. Il y a même des auteurs en fait qui conseillent de combiner les deux techniques pour mieux cibler les biopsies. Par contre, en fait, pour le bilan local, c'est-à-dire pour la recherche d'adénopathie, voilà, atteinte de la maladie, le PET-CT au PSMA, c'est vraiment la meilleure technique selon toutes les études qui ont montré vraiment des résultats qui sont mieux. Et c'est là, c'est dû au fait que c'est une technique qui est beaucoup plus sensible. Effectivement, elle n'est pas liée directement à la taille des ganglions ou d'autres types de lésions. Donc, même des lésions ganglionnaires voilà, qui mesurent même 3 mm, il y aura une captation qui sera importante, qui sera détectable par la technique. Et puis, pas seulement ça, il y a des études aussi qui ont montré qu'il y a une très bonne concordance entre les différents lecteurs. Voilà. Une autre chose importante, c'est effectivement l'utilisation pour la recherche des métastases à distance. On connaît les sites principaux de métastases des cancers de la prostate, c'est l'os, sinon les ganglions à distance, mais également le foie et puis les poumons. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a effectivement plusieurs études qui ont montré une supériorité du PET-CT au PSMA par rapport aux autres techniques conventionnelles, mais également par rapport à la scintigraphie osseuse pour la recherche des métastases osseuses ou d'autres techniques de médecine nucléaire, comme c'est le cas du PET-CT à la F-choline. Pas seulement ça, tous les résultats ont montré aussi voilà, que le PET-CT au PSMA il est plus performant même avec des valeurs de PSA qui sont basses, c'est-à-dire inférieures à 5 nanogrammes par millilitre. L'indication la plus importante par contre du PET-CT au PSMA, c'est la récidive biochimique de la maladie. C'est d'ailleurs la première indication qui a été approuvée. Donc, la récidive biochimique s'est définie comme la persistance d'une PSA supérieure à 0,2 nanogrammes par millilitre suite à une prostatectomie totale ou sinon une élévation du PSA à plus de 2 nanogrammes par millilitre au-dessus du nadir chez un patient traité seulement par radiothérapie. Et puis là aussi, en général, le PET-CT au PSMA a été supérieur dans toutes les études. Et puis, non seulement ça, il y a des études, par exemple, qui ont montré que ça a vraiment changé la prise en charge des patients dans jusqu'à 50% des cas. Et puis, c'est très important aussi comme technique pour montrer
lorsqu'il y a une récidive qui n'est pas vue, en tout cas avec l'imagerie conventionnelle, pour voir où est-ce qu'on va traiter, où est-ce qu'on va faire de la radiothérapie locale, par exemple. OK, c'est pour toutes voilà, ces résultats, ces études que cette technique elle a été approuvée par pratiquement toutes les sociétés européennes d'urologie. Voilà. Et puis, il y a deux indications euh, qui sont acceptées, c'est-à-dire la récidive biochimique des patients atteints d'adénocarcinome de la prostate, ou sinon le bilan d'extraction initial chez des patients avec des tumeurs de haut risque ou de risque intermédiaire. C'est pour ça aussi que la technique elle a été approuvée aussi en Suisse. Ça, c'est le document officiel de l'ANM, c'est-à-dire la Société suisse de médecine nucléaire. Et puis, voilà, c'est le même document que le FSP utilise en fait pour rembourser dans la LAMAL. Et puis, effectivement, on voit que ces deux indications principales, donc récidive biochimique ou bilan initial chez un patient avec un risque intermédiaire ou élevé, ça, c'est approuvé et ça va être toujours remboursé par les assurances. Maintenant, je vais vous montrer deux cas qui montrent comment c'est l'utilisation de PET-CT au PSMA dans la pratique. Le premier, c'est un bilan initial chez un patient de 79 ans qui présente un adénocarcinome prostatique de haut risque avec un Gleason PSA à 5,5 nanogrammes par millilitre. Sous les images de projection en 3D, on voit qu'il y a des captations physiologiques, comme on a discuté avant, mais on voit aussi qu'il y a plusieurs captations additionnelles qui sont pathologiques. Si on va regarder sur les images CT et puis après sur la fusion PET-CT, on voit qu'il existe, par exemple, sur le PET, plusieurs captations ganglionnaires et même extraganglionnaires qui sont pathologiques. Par contre, si on va voir sur le CT, on voit qu'il s'agit de ganglions qui sont de taille intracentimétrique. Donc, quelque chose qu'on pourrait facilement rater si on regarde que l'imagerie conventionnelle. La même chose aussi, si on se concentre que sur les lésions osseuses, on voit qu'il y a des lésions qui sont pathologiques, donc voilà, qui captent fortement le radiotraçeur, donc c'est des métastases. Mais si on va regarder en fait sous le CT, on voit qu'il n'y a pas de changement, donc il n'y a pas de traduction morphologique de ces lésions. Et là, on voit vraiment l'importance de l'imagerie PET-CT. La même chose, c'est chez ces patients de 82 ans qui présentent par contre ici une récidive biochimique avec une valeur de PSA basse, 0,66 nanogrammes par millilitre. Il s'agit d'un patient qui a été traité par prostatectomie radicale et puis on lui a fait un IRM mais qui n'a pas montré effectivement de lésion locale. Par contre, là, on voit qu'au PET-CT, on voit que cette importante captation focale pelvienne. Et puis, lorsqu'on regarde sous le CT, on voit qu'il n'y a pas grand-chose, mais sur la fusion entre les deux, on voit qu'il s'agit d'une captation voilà, importante qui se localise à proximité du col vésical dans le site de prostatectomie. Juste pour information, ce patient a été traité après par radiothérapie locale et puis il a démontré après une réponse biochimique complète. Donc, pour conclure, quelques petits messages importants voilà, qui je pense c'est intéressant de retenir. Voilà, jusqu'à présent, le PSMA, le PET-PSMA, c'est vraiment la meilleure technique pour la détection des métastases chez les patients atteints de cancer de la prostate, même avec des valeurs de PSA qui sont basses. Il aide à diriger voilà, le traitement chez des patients avec une récidive biochimique. Comme je vous ai dit, voilà, ce traitement qui est vraiment adapté à chaque patient. Il y a deux indications qui sont approuvées par la LAMAL, qui peuvent être remboursées en Suisse. Comme je vous ai dit, récidive biochimique ou le bilan initial chez des patients avec un cancer de risque élevé ou intermédiaire. Chose importante aussi à retenir, surtout par nos collègues qui font de l'IRM de prostate, c'est-à-dire que pour le bilan initial, en fait, le TNM, et puis il peut être basé seulement sur l'IRM. Donc on peut déjà recommander, en se basant sur ça, même sans une biopsie, si on a quelque chose qui est localement avancé, on peut déjà recommander la réalisation d'un PET-CT au PSMA. Le PET-CT au PSMA, il a aussi permis le concept de diagnostic, c'est-à-dire qu'avec la même molécule, on a développé des traitements en se basant sur le fait qu'on sait qu'il y aura une captation spécifique des cellules tumorales de prostate. Et puis, dans le futur, qu'est-ce qu'on s'attend? Il y a de nouvelles indications qui sont en train d'être étudiées, surtout par exemple le suivi chez des patients métastatiques, mais également il y a de nouveaux produits radiopharmaceutiques qui sont basés sur le PSMA, qui sont en train d'être développés, soit pour l'imagerie et aussi pour les traitements. Pour le traitement, surtout, il y en a beaucoup de produits intéressants qui vont sortir les prochaines années.
Voilà, je vais finir maintenant. Je remercie à tous les participants. Je remercie aussi aux organisateurs de m'avoir invité. Et puis, je vous dis au revoir et puis à la prochaine. Voilà, alors merci aux orateurs pour leur présentation intéressante. Je sais que le docteur Bitton doit aller au bloc rapidement. Alors, je vais peut-être commencer par de petites questions pour notre confrère neurologue. On remercie d'être disponible. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de place pour un dépistage à large échelle, vu les cancers qui sont lentement évolutifs. Lorsque vous avez un patient qui se présente avec un cancer de petite taille et qu'on considère qu'il faut plutôt le surveiller, est-ce que vous avez des fois des patients qui souhaitent vraiment se faire opérer, qui sont cancérophobiques? Comment vous traitez ce genre de situation? Est-ce que vous leur dites les guidelines, c'est vraiment de surveiller, ou quelqu'un qui veut vraiment se faire opérer? Est-ce qu'il y a un risque qu'il aille voir ailleurs pour se faire opérer et obtenir ce qu'il désire? Ou, je ne sais pas si vous avez ce type de patient. Alors, même si on est chirurgien, on considère que le patient n'est pas une statistique. Donc, toute la discussion doit être faite de manière personnalisée avec le malade. Comme vous le savez, ces dernières années, avec l'évolution des nouvelles technologies, on l'a vu dans les présentations, la discussion avec le patient, non seulement pour le cancer de la prostate, mais pour d'autres maladies, a complètement changé. Les gens ont accès à l'Internet, ils ont accès à l'information, donc on fait plutôt, je dirais, une discussion qui redresse le tir, parce que souvent les patients arrivent avec leurs idées préconçues et il faut expliquer la situation très claire. Alors les guidelines nous donnent une ligne de conduite, mais vous avez en face de vous un patient et il faut essayer de le mettre en confiance et d'être sûr qu'il ait bien compris les implications. Alors, vous avez en premier lieu des implications sur le diagnostic, le screening, la détection précoce, etc. Pour le cancer de la prostate, c'est un peu différent du cancer du sein, par exemple, ou le cancer du côlon. On doit faire une détection précoce et on a des outils qui sont à disposition, mais qui sont difficiles à gérer parce qu'il faut une certaine expérience. Alors, on ne peut pas envoyer tout le monde faire une IRM. J'ai vu dans le chat que quelqu'un a posé très justement une question très intéressante. Est-ce que si on a un PSA augmenté, on doit automatiquement calculer la densité envoyée à l'IRM? Le problème est que le PSA n'est pas un marqueur du cancer, c'est un marqueur de la prostate, puisque le PSA est extrêmement important pour l'éjaculation. Donc, il faut d'abord éliminer les autres pathologies prostatiques, l'hypertrophie bénigne, la prostatite, la dysfonction pelvienne, et toutes ces maladies peuvent être concomitantes dans la prostate. Donc, vous pouvez avoir un cancer qui se cache derrière d'autres maladies. Donc, je dirais, avant d'envisager un diagnostic du cancer de la prostate, il faut être sûr qu'on n'a pas un patient qui a une prostatite ou une hypertrophie qui élève le PSA. Une fois qu'on a soigné, qu'on a recontrôlé le PSA, on peut se dire, voilà, c'est un patient qui a un risque ou pas. Si le patient vient d'une famille où il y a eu des cancers de la prostate ou d'autres cancers, je pense qu'une IRM de la prostate est indiquée parce qu'avec l'IRM, on peut avoir quand même des cibles qui nécessitent peut-être une biopsie ou pas. Et la biopsie est un examen qui va nous permettre après d'aller à une discussion vers un traitement. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, si le patient a un cancer significatif, parce qu'évidemment, avec les biopsies qu'on fait de manière maintenant beaucoup plus ciblée et courante, on diagnostique des petits cancers Gleason 6, des petites cibles qu'on aurait il y a quelques années uniquement surveillées. Donc maintenant, on les traite par thérapie focale, que ce soit le laser ou les ultrasons. Alors, le patient qui est jeune, je dirais entre 50 et 60 ans, ou même après 60 ans, qui veut préserver des fonctions sexuelles, qui a une petite charge tumorale, par exemple un Gleason 6 bien localisé postérieur ou même antérieur, on peut faire un traitement laser, un traitement par ultrason et préserver la prostate. Un patient qui a une charge un peu plus significative, un cancer bilatéral, un Gleason 7, 4 plus 3, alors peut-être que là, on discutera d'une prostatectomie. Mais de nouveau, si vous avez un patient qui ne veut pas être opéré, qui vous dit, moi, je veux d'abord préserver la prostate, on discute avec lui les tenants, les aboutissants, les implications de la surveillance on parle d'une surveillance active, mais ça implique quand même des IRM et des biopsies tous les 6 mois. Voilà, donc c'est vraiment une discussion personnalisée et il faut avoir, je dirais, tout l'éventail du diagnostic et du traitement et plusieurs années d'expérience pour pouvoir expliquer aux patients de manière, on va dire, bien ciblée et justifier les implications des traitements ou de la surveillance. Et souvent, on se rend compte que les patients ont des idées complètement erronées, mais c'est pas de leur faute. Ils entendent énormément d'informations. Et comme vous le savez, plus il y a de l'information, moins il y a du discernement. Ok, bah, vous en avez profité pour répondre à ma deuxième question qui était est-ce qu'il y a encore un rôle pour la prostatectomie radicale? Vous l'avez évoqué en fonction de la. Alors, de toute façon, oui, la prostatectomie radicale reste. Alors, il y a eu un shift
dans le traitement. Comme vous savez, la première prostatectomie radicale a été effectuée par Walsh en 1982, qui est le premier en fait qui a décrit les nerfs du complexe prostatique et surtout le lacis veineux qui occasionnait beaucoup de problèmes. Donc, avec le contrôle des veines préprostatiques, on a compris comment il fallait opérer les prostates. Et aujourd'hui, avec la robotique, je dirais que la prostatectomie radicale est devenue une routine pour des patients qui ont une charge cancéreuse significative et on sauve des vies en faisant une prostatectomie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, on faisait quasi des prostatectomies à tous les patients qui étaient diagnostiqués pour des cancers de la prostate, même des glisones 6. Et ça, je pense que ça a généré dans la population et même chez certains médecins un petit peu un holà parce qu'on avait l'impression que les chirurgiens opéraient tous les cancers. Alors aujourd'hui, on arrive à affiner. On a, grâce à la thérapie focale et aux traitements focaux, une possibilité vraiment d'être ciblé. Donc, on peut offrir aux patients, et c'est le but d'ailleurs du Centre du cancer de la prostate, d'offrir aux patients et aux médecins généralistes, aux médecins de premier recours qui envoient les patients, un choix, soit une prostatectomie radicale, et tous les cas sont discutés de manière multidisciplinaire, soit un traitement focal, soit une surveillance active. Donc, la prostatectomie reste vraiment le traitement de choix pour les cancers significatifs. C'est évident. Si vous laissez un patient qui a un cancer glisone 7 ou 8 bilatéral, vous savez très bien qu'en quelques années, il va développer un cancer qui va être difficile à gérer. Alors, on n'a pas beaucoup parlé des autres alternatives. Comme vous le savez, les radiothérapeutes ne veulent pas entendre parler de la chirurgie, mais en tant que chirurgien, on est quand même beaucoup plus ouvert et on sait qu'il y a certains cas qu'on va envoyés en radiothérapie, mais je pense que la meilleure prise en charge des patients, c'est une prise en charge multidisciplinaire avec un oncologue médical, un radiothérapeute, un pathologue, un urologue, un radiologue, etc. Et chaque cas est discuté. Alors, on a des séances, que ce soit à Général Beaulieu, au Grand Jet, à Genolier, il y a beaucoup de centres maintenant, donc on a vraiment le choix. Et chaque patient doit être traité de manière vraiment personnalisée, individuelle. Ok, merci pour cette réponse extensive. Est-ce que dans l'assistance, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro? Je n'ai pas d'autres questions dans le chat que celle de Georgios Sgourdos qui a été partiellement répondue par le docteur Bitton. Je ne sais pas, Victor ou Bar, si vous avez des commentaires sur la question de Georgios ou d'autres questions éventuellement pour le docteur Bitton ou. Je pense qu'on va libérer le docteur Bitton pour la suite de son activité clinique. Pas de souci, sauf s'il y a d'autres questions, avec plaisir. On dira qu'on est un peu en retard au bloc pour la bonne cause, il n'y a aucun problème. Peut-être une petite question juste pour mon collègue Victor Fernandez. Quelle est la place du traitement par le lutetium des cancers prostatiques métastatiques? Victor, si tu es. Le traitement en fait au lutetium, on peut l'utiliser actuellement en Suisse lorsque il y a un cancer de la prostate qui est multimétastatique, pour lequel on a essayé un traitement d'hormonothérapie, mais qui voilà, qui n'a pas montré une réponse, et suite aussi en tout cas une ligne de chimiothérapie, d'habitude avec des Taxol, c'est l'indication. Donc c'est vraiment la dernière possibilité qu'on peut traiter quelqu'un avec un cancer de la prostate métastatique. Mais actuellement, il y a plusieurs études en fait qui sont en train de, notamment en Allemagne et aux États-Unis, qui essayent de donner des traitements basés sur le PSMA déjà avant tout ça. Parce qu'effectivement, il y a des études qui ont montré, par exemple, le fait que quelqu'un a été traité déjà par une chimiothérapie, ça désensibilise par rapport au traitement au PSMA. Et voilà, il y a plusieurs choses. Ok, bah écoutez, il est 13h07. Je pense qu'on va conclure ici ce webinaire. Je remercie les orateurs d'avoir fait honneur à la Journée internationale de la radiologie avec ce webinaire, ainsi que le Dr Bitton, à qui on souhaite une bonne après-midi de bloc opératoire. Merci. Merci à vous. Et puis, donc, de Merci. notre côté, ce cycle de webinaire se conclura au mois de décembre, le 6 décembre, avec la doctoresse Catherine Arnsen-Pham qui vous parlera de coloscopie virtuelle. N'hésitez pas à vous connecter et on souhaite un bon rétablissement à Victor pour son Bien, après-midi. merci. Merci, Merci à ciao. tous et belle fin de journée. Au revoir.